autant vous dire que nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique, mais certains portent une responsabilité, on va dire, particulière. C'est le cas de la finance. Alors d'après le GIEC, ce groupe d'experts sur le climat, il faudrait chaque année 6 000 milliards de dollars d'investissement pour suivre une trajectoire de degrés, d'où l'importance donc de ce secteur financier. Et pour en parler avec nous, je reçois Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim France, Finance, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, Reclaim Finance, Emmanuelle Mouret, présidente du directoire de la Banque Postale Asset Management, sans oublier, alors il n'est pas physiquement avec nous sur le plateau, mais il est là quand même, Bertrand Badré, CEO et fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital, comme le nom de son fonds d'investissement le laisse penser. Eh bien, Bertrand Badré est sur la côte ouest des États-Unis, mais nous l'avons interviewé à distance. On le fera intervenir tout au long de ces dialogues. Mais je voudrais commencer avec vous, Lucie Pinson. Vous avez reçu l'an dernier le prix Goldman, considéré comme le Nobel de l'environnement. On peut dire que vous êtes l'activiste qui fait bouger véritablement la finance avec l'ONG que vous avez fondée, Reclaim Finance. Alors pourquoi est-ce que la finance serait responsable finalement de la transformation de l'économie à elle seule? Alors on utilise le mot transformation, on utilise souvent aussi le mot accompagnement. Les banques souvent disent qu'elles accompagnent la transition énergétique. Moi je pense que ce mot il est pas bien utilisé, parce que si on parle d'accompagnement, on parle finalement d'une position assez passive, suivi. Les entreprises décideraient et les banques seraient là juste pour allouer les financements à des décisions qui sont prises par leurs clients, de la même manière que les assureurs assureraient les activités décidées par leurs clients, etc. etc. Et qu'est-ce que vous diriez alors? Moi je pense que la finance initie, elle impulse, même elle rend possible certaines activités. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le monde dans lequel nous sommes, le bâtiment ici, il a été rendu possible par des financements, par des investissements, par des couvertures d'assurance. Et que les grands projets d'infrastructure, notamment dans le secteur des énergies fossiles, mais partout dans le monde, ne peuvent pas se développer, notamment sans les couvertures d'assurance. Aujourd'hui, à obtenir des couvertures d'assurance, c'est indispensable pour à la fois obtenir les permis, les autorisations à développer tel ou tel projet, et c'est indispensable pour aller après convaincre une banque. Donc les assureurs sont même les premiers à arriver dans le cycle de développement d'un projet, et de la même manière, après, les financements sont indispensables pour le développement de certaines activités. Donc il y a, la finance rend possible. Et au-delà de cette capacité-là, il faut aujourd'hui que la finance, en vérité, conduise la transformation. L'oriente presque? L'oriente et joue un rôle vraiment moteur, puisqu'on est dans un contexte d'urgence climatique et nous voyons bien que les transformations qui sont en cours, on voit bien que le secteur des énergies renouvelables se développe de manière fulgurante. Malheureusement, ça ne se développe pas de manière assez rapide pour répondre à l'urgence climatique. Et donc, il y a un besoin d'accélérer les tendances économiques. Et là, la finance peut aider en conditionnant ces financements et autres services financiers à l'adoption de mesures en matière climatique par leurs clients. Elles peuvent aussi refuser de financer tel ou tel projet, mais au-delà du financement de projets, elles doivent conditionner et façonner, ou en tout cas aider à influencer les comportements de leurs clients. Alors j'aimerais vous faire écouter et vous faire réagir aussi sur ce qu'en dit Bertrand Badré, parce qu'avant de monter son fonds d'investissement, donc, il a dirigé la Banque mondiale et c'est d'ailleurs une figure internationale très écoutée parmi les financiers engagés dans cette finance durable. Et à lui aussi, on lui a demandé quelle était la responsabilité de la finance. On écoute sa réponse et on en parle après. Alors d'abord, je suis confus de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en ce moment sur la côte ouest des États-Unis, à quelques heures de décalage horaire de vos débats à Paris, mais je suis par le cœur et par la pensée avec vous. La question de la finance dans les bouleversements, elle est essentielle. Il n'y a pas d'économie sans finance, mais il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas de finance sans économie, même si on l'oublie quelquefois. La finance est un outil exceptionnel qui nous permet depuis des années de gérer la distance. On peut investir par-delà les frontières, loin, et le temps. On peut investir pour des années, on peut traiter, encore une fois, ces deux questions essentielles de l'économie qui sont la distance et le temps. Ce qu'on oublie parfois en revanche, c'est que la finance, c'est un outil, et uniquement un outil. Et comme le rappelle la sagesse populaire, qu'il faut parfois écouter, l'outil, c'est la main qui le contrôle et pas l'outil qui contrôle la main.
La sagesse populaire dit aussi que l'argent est un mauvais maître et un très bon serviteur. Donc je pense qu'il faut se ramener à cette boussole de la finance comme outil. Et donc ne pas déifier la finance, ne pas réifier ou chosifier la finance, mais se rappeler que sa finance est un outil à notre disposition qui nous permet de faire face aux défis d'aujourd'hui. Alors la finance, elle a une image un peu compliquée parce qu'elle a été au cœur de la crise précédente. À la fin des années 2000, début des années 2010, on a eu une grave crise financière. On a survécu à cette crise financière, mais on y a survécu sans traiter le cœur du mal. On a, comment dirais-je, calfeutré le bateau, on a réparé les fuites d'eau, on a préservé le système. Et le système financier aujourd'hui est plus sûr qu'il l'était il y a 10 ans, et c'est une bonne nouvelle. Mais on n'a pas regardé au fond à quoi servait notre modèle financier, qu'attendait-on de notre modèle financier. Alors on a eu un début de réponse en 2015. En 2015, ça fait quelques années, mais peut-être on s'en souvient à Paris, il y a eu la COP21 en décembre. Quelques mois auparavant, les engagements du développement durable, c'est le pins que je porte à la boutonnière à New York en septembre. Et encore quelques mois auparavant, en juillet, les accords sur le développement, le financement du développement à Addis Abeba. Donc en 2015, on a choisi une feuille de route très généreuse, très ambitieuse. On n'a juste pas passé beaucoup de temps à savoir comment on allait payer pour cette feuille de route. On a cru que la bonne volonté, l'enthousiasme universel allait finalement suffire et qu'on allait naturellement marcher dans cette direction. Arrive le Covid, on se rend compte qu'on n'est pas en ligne avec ces objectifs, qu'il y a du travail à faire, et donc on se rend compte qu'il faut qu'on travaille sur la finance elle-même, que la finance se mette en ordre de bataille si on veut sérieusement faire face aux engagements qu'on s'est donnés collectivement, encore une fois, il y a 6 ans, et qui sont centraux pour le XXIe siècle, ceux d'une économie résiliente, inclusive et durable. Et il en faut pourtant de l'enthousiasme universel dont parlait Bertrand Badré à l'instant. Alors c'est vrai qu'une économie qui serait résiliente, inclusive et durable, comme il l'a dit également. Alors vous, ça vous parle, Emmanuel Mouret, puisque vous dirigez la Banque Postale Asset Management, société de gestion d'actifs de la Banque Postale. Vous en avez fait une banque pionnière finalement de l'investissement responsable en étant notamment la première à développer une offre 100% investissement socialement responsable. Alors admettons que la finance soit responsable auprès des autres acteurs économiques. Comment est-ce qu'elle pourrait les entraîner justement vers une dynamique plus vertueuse ? Alors en effet, la question n'est pas d'admettre que la finance est moteur dans cette transformation. Lucie l'a dit, Bertrand l'a dit, en effet, la finance a un rôle très important. Alors, je crois qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels la finance doit se projeter pour impulser un changement de dynamique. Alors, la première chose, c'est sans doute de faire prendre conscience aux clients, quels qu'ils soient, des investisseurs institutionnels, des corporates, des clients personnes physiques, qu'ils ont un vrai pouvoir d'action. Ils ont un pouvoir d'action aujourd'hui. Alors, si on parle des personnes physiques, elles savent qu'il faut s'occuper de recyclage de déchets, elles font attention à la consommation de gaz, par exemple de pétrole, mais elles sont encore un peu désarmées, elles n'ont pas compris qu'elles peuvent agir pour faire ce que Bertrand nous a dit, qui est d'aider à financer cette transition énergétique. Et en fait, leur épargne pourrait être utilisée pour financer des projets durables. Ça, c'est le premier point, faire comprendre aux clients le pouvoir d'agir qu'ils ont. Pour les aider ensuite dans l'action, ça veut dire pour les acteurs financiers être capables de leur proposer des produits qui correspondent à leurs propres objectifs personnels autour de la transition, autour de l'engagement climatique, de l'engagement social. Et là, le rôle des acteurs financiers est majeur. Il faut qu'on ait ces produits à disposition. Une personne physique ne comprendra jamais aussi bien le sujet que si elle comprend que ce dans quoi elle investit a un impact demain sur ces problématiques d'engagement sociétaux et environnementaux. Et puis, les acteurs financiers doivent également donner le ton et avoir une forme d'exigence auprès des entreprises qu'elles financent. Ça s'appelle l'engagement. Et les acteurs financiers doivent être sur le devant de la scène sur ce sujet-là. Et du coup, parce qu'elles font ça, ça veut dire, et c'est le 4e point, il faut que les acteurs financiers soient crédibles eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est très bien d'offrir des produits, c'est très bien de prêcher la bonne parole à l'extérieur, encore faut-il qu'on se l'applique à nous-mêmes. Et de cette crédibilité dépendra l'adhésion des clients, quels qu'ils soient. Et puis enfin, la dernière chose, c'est faire ce qu'on fait là.
c'est parler, expliquer, parler. Je crois que la répétition ne sera jamais superflue dans ce domaine et je remercie la Banque Postale, la Poste pour ses locaux qui nous donnent l'occasion d'avoir ce dialogue sur ce sujet. C'est tout l'enjeu finalement de cette journée de dialogue, puisqu'on échange ensemble. Dans cette perspective de changement, Lucie Pinson, dans cette perspective de transition juste, on commence par quoi? Parce que finalement, il faut bien prendre le problème à bras-le-corps comme ça. On commence par quoi? C'est quoi la priorité? Je dirais qu'il y a deux priorités. La première, c'est l'intervention du régulateur qui devient de plus en plus urgente. Aujourd'hui, on voit que les politiques sont globalement absents de la question de la régulation des acteurs financiers. Par régulateur, j'entends les banques centrales, j'entends les instances telles que la CPR, l'AMF en France et bien entendu la responsabilité du gouvernement français. Aujourd'hui, on peut douter, remettre en question le rôle du président de la République quand ce matin, il inaugure la venue de JP Morgan Chase à Paris, qui installe son siège à Paris. Est-ce que c'est le rôle du président de la République de dérouler le tapis rouge aux plus gros financeurs des énergies fossiles dans le monde? Est-ce que le gouvernement français ne devrait pas plutôt réguler enfin les activités de la place financière de Paris? Il faut quand même rappeler que la place financière de Paris est une énorme place dans le monde. Le secteur bancaire, c'est le 4e secteur le plus important au monde et qu'on a des banques qui participent aujourd'hui activement à l'aggravation du dérèglement climatique. BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale en particulier, en finançant le développement. Alors la Banque Postale fait des efforts, elle n'est pas parfaite, mais elle en fait et elle est moins impliquée de fait dans le financement des énergies fossiles que le sont les 3 premières banques de France, et aussi lié à son mandat historique. Et donc, c'est là qu'on attend le régulateur. Ouais. La deuxième chose, c'est le besoin de changer radicalement aujourd'hui l'approche par la finance de la question climatique. On a pour l'instant une finance qui adresse la question climatique par la gestion du risque. Il s'agit pour les acteurs financiers, que ce soit des banques, des assureurs ou des investisseurs, de se protéger des impacts du dérèglement climatique sur leur activité, sur leur rentabilité. Or, malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément d'activités, non seulement elles sont rentables, mais elles ne sont pas risquées, donc financièrement, pour les acteurs financiers, alors qu'elles contribuent à l'aggravation du dérèglement climatique. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'argent à se faire dans le développement du pétrole, du charbon et du gaz. Donc en fait, c'est comme si on n'avait pas changé de modèle, quoi. On était resté bloqué. Cette approche, c'est l'approche qui a toujours été suivie. On a juste ajouté un impératif climatique en plus, mais dans une approche par le risque, qui nous mène dans le mur, sachant que elle implique en plus pour les acteurs financiers de savoir comprendre et appréhender de manière très précise la matérialité financière du dérèglement climatique. Or aujourd'hui, si on est dans cette question-là, on a un problème de données, on a un problème de méthodologie qui va critiquement manquer. Et donc on va dire, on attend d'avoir toutes ces données-là pour pouvoir agir demain. Or, ce n'est pas du tout compatible avec le fait qu'on a une décennie, en vérité, pour agir. Le rapport du GIEC l'a bien montré ces derniers jours. Il faut mener des transformations extrêmement profondes de notre économie, et la finance est là pour y contribuer et accélérer ces transformations, en moins de 9 ans. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on appelle de nos voeux une approche par l'impact, il ne s'agirait plus pour la finance de se protéger des impacts du dérèglement climatique, mais éviter qu'elle-même contribue à l'aggravation de la catastrophe climatique et donc appliquer un principe de précaution. Aujourd'hui, on sait déjà, l'AIE l'a redit récemment, l'Agence internationale de l'énergie, qu'on ne peut plus développer de nouveaux projets d'énergie fossile. Donc, les acteurs financiers doivent arrêter de soutenir ce type de projet. On va prolonger la discussion, justement, puisqu'il n'y a pas d'un côté la finance et de l'autre la finance durable. Tout ça doit aller ensemble, finalement. Comment faire alors, comment faire en sorte d'embarquer justement tout le monde dans cette dynamique? C'est une question qu'on a aussi posée à Bertrand Badré. On va l'écouter. Alors, c'est pour moi la question fondamentale. On est devant un virage. Donc, soit on continue à ne rien changer et à se donner bonne conscience en faisant un peu de finance durable, comme certains peuvent donner de l'argent à la quête en disant je me sens mieux après avoir donné de l'argent, puis je reviens à mes affaires traditionnelles. Ou alors, on fait le pari que la finance durable devient la finance point.
et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et pour moi, c'est l'enjeu majeur. La finance, elle a connu pas mal d'époques, pas mal de variations. On ne va pas refaire l'histoire. La finance, elle n'a pas toujours été comme elle était aujourd'hui. Elle ne sera pas toujours comme elle est aujourd'hui. Donc il faut travailler sur cette finance. Et ça veut dire concrètement, comme je le dis souvent, ouvrir le capot, prendre la trousse à outils, mettre ses mains dans le moteur et faire des réglages. Sortir son tournevis, sa clé de 12 et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur les différents réglages de notre moteur. Alors, c'est quoi les réglages de notre moteur? C'est ces normes qui font la vie quotidienne des entreprises aujourd'hui. C'est les normes comptables, c'est les modes de rémunération, c'est les obligations fiduciaires. La Banque Postale Asset Management connaît bien ça. Quelles sont les normes qui s'appliquent à quelqu'un qui gère votre argent et qui fait que vous avez confiance dans cette personne? C'est la manière dont travaillent les agences de notation, c'est la manière dont vous rendez compte de votre activité dans les rapports annuels, par exemple. Toutes ces choses qui font la vie quotidienne des entreprises. Et ces choses-là, aujourd'hui, elles sont centrées autour d'un principe qui a été posé il y a exactement 50 ans, le 13 septembre 1970, alors je simplifie à l'extrême, dans un article fameux du New York Times signé de Milton Friedman, le grand économiste de Chicago, il disait « L'objet social de l'entreprise, c'est d'accroître le profit ». Et tout s'est organisé autour de ça. Le profit validé par une appréhension par le marché. C'est le système d'aujourd'hui. C'est ce système qu'il faut amender sans en perdre l'efficacité, mais en lui redonnant du sens et la perspective qu'on a choisie collectivement en 2015. Et c'est là qu'il y a un travail très fort. Je vais citer un autre économiste que j'aime beaucoup, Colin Mayer, professeur à Oxford, qui dit l'objet de l'entreprise n'est pas d'accroître son profit, c'est-à-dire que le profit ne doit pas être une fin en soi. L'objet de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. C'est pas dire que le profit est mal, le profit est important, mais le profit c'est un outcome, comme on dit en anglais, c'est un résultat, c'est des revenus moins des coûts. La question c'est comment on définit les revenus, comment on définit les coûts. Et il faut travailler sur cette base-là, c'est le sujet des prochaines années, et donc ça veut dire travailler sur nos modèles financiers, ne plus s'appuyer sur une analyse risque-return, risque-rendement, comme on le fait en finance, c'est le moteur de l'industrie financière aujourd'hui, mais ajouter une troisième variable, risque, rendement et impact, et internaliser cette contrainte dans nos modèles. C'est pas très compliqué, on a fait des choses beaucoup plus compliquées depuis 1 ou 2 siècles en finance. Je pense qu'on peut aller à cette ultime étape sans bouleverser la manière dont on travaille, ce qui fait que la finance qu'on enseignera dans les écoles de commerce et les business schools sur la planète peut s'adapter dans les prochaines années et faire que dans 30 ou 40 ans, les gens se disent, voilà, ça s'est toujours fait comme ça. C'est en tout cas l'objectif que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors j'aime beaucoup Bertrand parce que ça paraît hyper simple quand il le dit comme ça. Je veux dire, il suffit de, et puis finalement il n'y a pas grand-chose à faire si on l'écoute. Il n'y a pas besoin de transformer radicalement la finance, non, Emmanuelle Mouret? Non, alors en effet, quand on écoute Bertrand, on se dit c'est très simple, mais il y a tout de même quelques challenges. Là où il a raison, c'est que la finance vit un Big Bang. Alors c'est un Big Bang qui est feutré, parce que tout de même, nous sommes dans le monde de la finance, mais c'est un Big Bang qui ne va pas laisser de place à l'entre-deux ou à la finance durable de façade. Ah, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que finance durable et finance, désormais, ça se fond. Alors il y a néanmoins, avant d'arriver sur cette photo finale, il y a, à mon sens, 3 challenges qui sont très importants. Le premier, et là je me place du point de vue des banques, il va s'agir de repenser l'allocation de capital. Ça veut dire définir un positionnement stratégique. Ça veut dire définir les secteurs qu'on va financer, les secteurs qu'on va arrêter de financer. Ça veut dire gérer les conflits d'intérêts entre les revenus que l'on perçoit de certains secteurs qui, précisément, ne devraient plus être financés ou devraient transitionner, versus des revenus futurs qu'on n'a pas encore, parce que précisément, les projets durables généreront des revenus demain. Donc, il y a un enjeu pour les banques de positionnement stratégique qui doit se focaliser sur le E d'environnement, mais aussi sur le S de social, sociétal, et le G de gouvernance. Ça, c'est le premier enjeu, il est macro, il est stratégique. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il y a l'enjeu de la mise en œuvre dans l'organisation. Et là, c'est une transformation qui est sans précédent. C'est quoi? C'est de nouvelles méthodologies, de nouveaux outils, de nouvelles data et une nouvelle vision pour analyser les sujets. Et Lucie en a parlé. Cette nouvelle vision, c'est compliqué à porter parce que le monde de l'extra-financier n'est pas normé du tout. C'est un peu comme si on avait une paire de lunettes avec une lentille qui focalise parfaitement bien avec netteté sur le monde traditionnel financier et une autre lentille qui cherche dans le brouillard et la jungle de l'extra-financier où se positionner.
Alors évidemment, avec une paire de lunettes comme celle-ci, la focalisation sur le paysage d'ensemble est compliquée. Et néanmoins, c'est le troisième sujet, vous l'avez cité à la fois Bertrand et Lucie, il s'agit, quand on entend ça, on se dit « oulala, ça va être compliqué ». Mais en fait, il faut être pionnier. Ce serait facile pour un acteur financier de se dire « ok, je vais attendre pour que les normes s'établissent et je vais donc attendre que les organisations professionnelles de place se mettent en branle ». Ou bien je ne vais pas déterminer de stratégie climat parce qu'aujourd'hui, les experts climatiques internationaux ne sont pas d'accord. Ou alors, on va attendre que tout le monde s'y mette et que l'effort soit international avant d'y aller. Ça ne marche pas. Et en effet, il faut que les acteurs financiers innovent. Et en ce sens, la trajectoire d'impact qui est suivie par le groupe La Banque Postale, dont parle Lucie ou Bertrand, je pense que c'est une innovation qui va dans le bon sens. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer peut-être des outils, des nouveaux outils qui permettraient justement de faciliter ce passage à une finance plus durable? Est-ce que, par exemple, la nouvelle taxonomie pourrait donner un coup de booster? Alors oui, en effet, tout ce qui va dans le sens de normaliser, d'harmoniser, de donner un cadre, de permettre des reportings comparables, de demander les mêmes informations, les mêmes engagements à l'ensemble des acteurs économiques, évidemment, tout ça, ça va dans le bon sens. Et c'est précisément l'enjeu de la taxonomie. Même si cette taxonomie focalise essentiellement sur le E d'environnement. Donc ça, c'est essentiel. Mais bien sûr, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il faut que l'ensemble de la société se mette en mouvement. C'est la société civile qui est représentée par les ONG, qui, et Lucie, via Reclaim Finance, se fait le porte-parole de cette société civile. Ça force les acteurs financiers à avancer plus vite. Mais il faut aussi que les acteurs financiers bougent. Il faut que l'État pousse. Il faut que les entreprises prennent leur part. Il faut que les particuliers comprennent que c'est aussi à eux d'agir. Alors en attendant tout ça, c'est sûr que le risque, et ça a été dit sur d'autres tables rondes, le risque de greenwashing est important, puisque tant que nous n'avons pas de formalisation d'ensemble, évidemment, d'aucuns acteurs financiers se précipiteront sur cette manne qu'est la finance durable, parce que précisément, elle est à la mode. Alors en attendant tout ça, je pense que dans les groupes bancaires, assurances, sociétés de gestion, en fait, il convient de travailler en collaboration très étroite. Puisque les règles ne sont pas là, il faut, et c'est ce qu'on fait dans notre groupe, il faut que les méthodologies, vous en aviez parlé, ISR, del BPAM, puissent irriguer. Il faut que la banque fasse bénéficier l'assureur, l'asset manager du sujet d'impact. Il faut qu'on travaille sur les sujets techniques comme la biodiversité avec CDC Biodiversité par exemple, etc. Donc je crois qu'il y a un enjeu collectif désormais au sein des groupes acteurs financiers. Alors j'aimerais bien vous faire réagir, Lucie Pinson, parce que cette coopération entre ONG et finance, est-ce que ça vous paraît réaliste? Est-ce que ces deux mondes peuvent s'entendre ou en tout cas mettre en avant des intérêts communs? Alors en tout cas, ce n'est pas notre raison d'être et on n'est pas là pour coopérer, on est là pour challenger, on est là pour pousser. Après, il nous arrive bien entendu de travailler avec certains représentants du secteur financier afin de les accompagner dans le changement de leur pratique. Il n'y a pas des blocs monolithiques en face de nous, il faut bien comprendre que lorsqu'il s'agit de transformer la finance, quand bien même on ne parlerait que de la finance française, on a en face de nous encore des acteurs internationaux et les intérêts sont multiples et divergents à l'intérieur de ces institutions. Et donc nous, on va travailler avec certaines de leurs équipes pour les fournir aussi en données, parce qu'on est aussi là pour donner des informations et prescrire des mesures à mettre en place. On le voit aujourd'hui dans les politiques sectorielles adoptées par les acteurs financiers français sur le secteur du charbon. Beaucoup de ces politiques sont inspirées directement des recommandations qui ont été portées par des ONG. Aujourd'hui, Reclaim Finance, les Amis de la Terre et au niveau international, de nombreux de nos partenaires. Donc on a joué ce rôle-là de prescripteur. Maintenant, encore une fois, nous, notre rôle, c'est d'informer et c'est d'indiquer les bonnes pratiques et les mesures que les acteurs financiers doivent adopter. Maintenant, si elles ne le font pas, bien entendu, notre
principal rôle, c'est d'alerter sur l'urgence climatique, sur la réalité des impacts des acteurs financiers et de dénoncer le greenwashing quand il y en a. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'incantation. Tous les acteurs financiers français, ou la majorité, s'est engagé à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est un objectif qui est beau, qui vous paraît lointain, mais malheureusement, c'est un objectif qui, pour le tenir, nécessite des actions immédiates en termes de baisse des émissions. Et malheureusement, ce qu'on voit au niveau de la finance française, c'est qu'il y a eu des actions sur le secteur du charbon, mais absolument rien sur le secteur pétrolier et gazier. Et in fine, on a des financements de la place financière de Paris qui augmentent aux énergies fossiles pour faire de Paris un des plus gros fourvoyeurs de financement aux énergies fossiles au niveau international. Et donc tant que les banques françaises, les assureurs français également, AXA ou encore SCOR qui tient son assemblée générale demain, ne conditionnent pas ces financements à l'arrêt du développement de nouveaux projets d'énergie fossile comme le projet ICOP porté par Total en Afrique ou le projet encore par Total Arctic LNG en plein cœur de l'Arctique, on est vraiment dans du greenwashing. Alors on pourrait peut-être, pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, partir d'un cadre commun qui serait pourquoi pas défini par un régulateur, puisque vous disiez tout à l'heure que voilà, il n'y a pas d'autorité vraiment qui régule. Écoutez justement ce qu'en dit Bertrand Badré. Alors pour moi, c'est aussi une autre question extrêmement importante, c'est la gouvernance de ce système. Non pas le gouvernement, mais la manière dont ce système fonctionne, se régule et avance. Et la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, elle prend ses racines depuis des années, c'est un problème de défiance entre les acteurs. La crise financière, notamment il y a 10 ans, a accru cette défiance, défiance entre les acteurs publics et privés, entre les acteurs financiers et le reste de l'économie, entre la société civile représentée en partie par les ONG. Et donc, tous ces gens se regardent et suspectent les autres de ne pas jouer le jeu. Et donc, ça devient très très difficile. Or, on ne trouvera pas de solution aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, les défis climatiques, le défi environnemental au sens large, biodiversité, nature, le défi social. La Banque citoyenne, c'est aussi une banque qui se prend en compte la société. Il faut se rappeler que la finance au service de l'économie au service de la société et de chacun d'entre nous, et pas dans l'autre sens. Et donc, c'est bien ces défis-là qu'il faut traiter, et ces défis-là, on ne les traitera pas si on ne met pas tout le monde ensemble. Si chacun se regarde en chien de faïence, si chacun suspecte les autres de ne pas jouer le jeu, et de ne pas vouloir aller dans cette direction, il y a zéro chance qu'on y arrive. Donc il faut, si on ne règle pas ce préalable d'une manière intelligente, en recréant un dialogue comme vous le faites aujourd'hui, et en travaillant ensemble, pas à pas, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de grand soir. Alors ça, je suis français, j'ai fait beaucoup de conférences à l'international. Quand les Français disent « il faut changer, il faut révolutionner », on nous regarde avec un regard en coin sur le thème « vous voulez refaire la prise de la Bastille, l'abolition des privilèges et guillotiner le roi », ça ne marche pas. Et je pense qu'ils ont raison. Donc c'est un travail de très longue haleine, c'est un travail, la confiance, comme chacun sait, ça se dissipe en quelques secondes et ça met des années à se recréer. C'est bien ça qu'il faut faire aujourd'hui, recréer les outils, recréer le dialogue et petit à petit convaincre tout le monde autour de la table que non seulement chacun d'entre nous est sérieux, mais que les autres le sont aussi. Et c'est bien ça le défi auquel on est confronté, c'est bien le défi d'une institution financière citoyenne comme la Banque Postale, et c'est pour ça que je suis absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui. Philippe Heim et moi, nous connaissons depuis des années, on débat de ces questions depuis des années. J'applaudis des 2 ou même des 4 mains aux discussions que vous avez aujourd'hui. Je suis sûr qu'elles seront profitables et fécondes, et qu'il y en aura d'autres. On ne fait que commencer. Mais bien sûr que ces discussions, elles sont fécondes et admirables. Emmanuel Mouret, je me tourne vers vous, puisque c'est vrai qu'on aimerait avoir cette vision d'ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on concilie à la fois ces objectifs qui sont à long terme, même si j'ai bien compris qu'il fallait agir maintenant, Lucie Pinson, et donc ces mesures qu'on doit prendre là tout de suite. Et je crois qu'il faut tout simplement changer les réflexes qu'on a, qui sont de raisonner passé, présent, futur. La finance durable, c'est écrit dans le titre. Durable, c'est qui s'entend sur la durée. Ouais. Et en effet, il y a cette notion d'urgence immédiate. Et donc, en fait, c'est en effet aujourd'hui qu'il faut qu'on agisse, mais dans une perspective de récupération de gains à long terme. Donc, je crois que la finance est désormais, d'ailleurs, doublement durable. Elle se pense sur le long terme, et elle aura des effets à long terme.
Et en même temps, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de vous dire, parce que le temps presse quand même. Alors, à quelle échéance est-ce qu'il faut agir? Est-ce que c'est, alors ça va peut-être vous faire bondir, Lucie, mais est-ce qu'on parle de 2025, 2030, 2040? Et c'est une question qu'on a encore posée à Bertrand Badré. On l'écoute et on va vous répondre juste après. Alors, il y a deux approches dans la question que vous soulevez. Le premier, c'est ce qui a été très bien mis en valeur, notamment par Mark Carney, à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait fait un discours célèbre, et j'avais travaillé avec lui à ce moment-là, sur la tragédie des horizons. Un discours dans lequel il rappelait, et on est tous conscients aujourd'hui, que, pour prendre des références financières, le trader s'occupe de la prochaine seconde, le directeur financier, j'ai été directeur financier, et Philippe Haim l'a été aussi, s'occupe du prochain trimestre. Le directeur général s'occupe de plans stratégiques, 2, 3, 4 ans. Le banquier central, le ministre des Finances, essaie de penser jusqu'à 4, 5 ans. Puis au-delà, il n'y a plus personne. Donc on n'a plus personne qui soit en charge dans le système du long terme, qui est un peu orphelin. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on opère. À partir de là, il y a cette tentation de dire, comme l'avait dit un dirigeant de banque fameux en 2008, tant qu'il y a de la musique, je danse, moi le long terme, on verra, et donc je ne m'en occupe pas. Et puis il y a aussi cette tentation qu'on a tous un peu nous-mêmes, c'est de dire, ben voilà, ils n'ont qu'à faire ça. Il y a ils, et puis il y a nous, et nous, bah, on est tout petits, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, c'est une erreur. Je pense que, comme dans tous les déplacements, tous ceux qui ont fait de la marche, de la voile, etc., savent que ce qui coûte, c'est le départ, c'est le premier pas. Et puis après, on fait un deuxième pas, un troisième pas, puis ça s'accélère et ça avance naturellement. On est dans cette phase où on a fini de s'ébrouer, on a compris qu'il y avait un problème, on commence à lancer un certain nombre d'initiatives, les principes sont posés, maintenant il faut agir. Et ce n'est pas eux et nous, c'est nous tous ensemble. Je pense qu'on est dans un moment où il y a d'un côté, et en France on aime bien ça, décider des normes, des réglementations, voilà, il faut que quelqu'un décide pour nous. Ça c'est vrai, il y a une partie qui relève du texte, du normatif, du législatif, national, européen, international, et il faut que cette partie-là avance. Mais il y a une partie qui relève de nous, on est, jusqu'à preuve du contraire, en économie de marché. Dans l'économie de marché, il y a deux mots importants, il y a économie bien sûr, mais il y a aussi marché. Et le marché c'est nous tous. Le marché, les consommateurs, le marché, les investisseurs, le marché, les collaborateurs, enfin en gros tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Et ce marché, il peut s'exprimer. Si les consommateurs disent « je ne veux plus consommer des produits qui ne sont pas faits selon des normes que j'estime importantes », eh bien je peux boycotter ce produit ou mettre la pression pour que ce produit évolue. Les investisseurs, pareil. Et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Paul Polman, certains s'en souviennent, qui a été le patron emblématique d'Unilever, qui a lancé Unilever dans un grand mouvement de transformation. Et je lui ai demandé « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Il m'a dit bah, « d'abord, c'est mes convictions. Et puis en plus, si on ne le fait pas, il n'y a plus personne qui veut venir travailler chez nous. » Donc on voit bien que le marché, chacun de nous autour de cette table virtuelle, a la capacité à influencer. Et donc il faut faire levier des normes et du marché et canaliser cette force qu'est la finance dans la bonne direction. Et ça commence tout de suite. Il ne faut pas se dire le long terme, c'est pour demain. Le long terme, il commence tout de suite. Et tout de suite, et même qu'elle voulait réagir pendant la vidéo, Lucie Pinson, qu'est-ce qui vous a fait bondir là ? Un peu cette idée, ça revient aussi à ce que Bertrand Badré disait au tout début sur la finance, cet outil qu'on mettrait au service de la transition. D'une certaine manière, oui, bien entendu, on est tous acteurs et on a tous notre rôle à jouer. Les consommateurs doivent se saisir de la question, le marché, d'une certaine manière, pourrait suivre. Mais finalement, c'est assez désincarné. On enlève quand même la chaîne de responsabilité dans les décisions qui sont prises à l'heure actuelle. Aujourd'hui, on a déjà des sondages qui montrent que la majorité de la population française souhaite que son argent soit utilisé pour financer la transition écologique. Malheureusement, ces sondages se répètent depuis des années et on voit bien que les banques ne répondent pas à cette demande-là de la part du marché. Donc il faut quand même rappeler que dans les tours de la Défense, dans le quartier de l'Opéra où se trouvent les locaux de BNP, il y a des gens qui prennent des décisions et qui encore dernièrement ont décidé de soutenir le faux plan climat de Total qui prévoit une augmentation de plus de 30% de sa production de gaz d'ici 2030 alors que l'AIE dit qu'il va falloir arrêter de développer des nouveaux projets. Et bien ça c'est validé par les acteurs financiers de la place de Paris, par les grands, par les AXA, les BNP, les Amundi, Crédit Agricole. Donc il faut quand même rappeler qu'il ne s'agit pas que du consommateur. Le consommateur peut impulser une décision, mais malheureusement aujourd'hui les banques vendent des produits qui sont marketés comme durables, comme éthiques, comme finançant la transition écologique, alors que malheureusement ce n'est pas le cas et il est très difficile aujourd'hui de prouver l'impact d'une obligation verte ou autre produit financier qui serait étiqueté comme vert.
Alors, on va voir quelles sont les préoccupations des internautes qui nous ont posé leurs questions via les réseaux sociaux de la Banque Postale, mais aussi sur le site lesdialoguesdeléconomiecitoyenne.com. C'est encore une question pour vous, Lucie Pinson. Est-ce que l'Union européenne peut être une alliée? Alors, oui et non, on va dire. Bien entendu, il y a des choses qui se passent au niveau européen. Il y a la stratégie de la finance durable qui va être finalisée pendant l'été. Ça va être un pas en avant, notamment des choses sur la régulation des produits d'épargne avec l'écolabel qui va être insuffisant à nos yeux, mais qui va quand même dans le bon sens. Il y a cette question de cette taxonomie qui pourrait être un outil important et qui aurait dû être un outil important. Malheureusement, on voit là qu'il y a un lobbying très fort par certains États qui poussent pour l'inclusion du nucléaire, certaines entreprises qui poussent pour l'inclusion du gaz. On a déjà énormément de biomasse qui est acceptée par la taxonomie. Et malheureusement, ces trois énergies n'ont rien à faire dans un monde durable. Et donc, si on se trompe déjà de dictionnaire, on ne sera pas en mesure réellement d'opérer les transformations nécessaires. Donc, il peut y avoir des choses au niveau européen. Encore faut-il rappeler qu'au Conseil européen siègent les États et que malheureusement, sur certains dossiers, la France est porteuse, mais sur d'autres, comme la taxonomie, malheureusement, la France ne joue pas un rôle moteur pour décarboner la finance. On en revient effectivement à ce rôle de régulation dont on reviendra d'ailleurs tout à l'heure lors d'une table ronde plus précise. Alors, une question pour vous, Emmanuel Mouret. Maintenant que vous êtes 100% ISR, quelle est pour vous la prochaine étape et après ? La prochaine étape, c'est d'abord de rester sur ce principe de labellisation 100% ISR parce que ce sont des labels externes qui correspondent à des cahiers des charges. Aussi imparfaits soient-ils, je pense que c'est important de ne pas être dans l'autoproclamation. Mais en effet, une fois qu'on a dit ça, il y a une étape ensuite, et cette étape, elle rejoint celle de la Banque Postale. Il s'agit de produits à impact. Et là, on parle donc de produits pour lesquels on est capable de mesurer sur certains critères qui sont définis à l'avance quels sont les impacts d'un investissement de 1 euro, 10 euros, 100 euros par une personne physique. Et je crois que ça, c'est l'enjeu parce que c'est moins technique que les grands principes ESG et puis surtout, c'est extrêmement tangible. C'est concret. Et c'est comme ça que l'on pourra dériver l'argent, notamment des particuliers, vers le financement de cette transition juste que l'on doit tous mener. On a le temps encore de prendre une question des internautes. Lucie, la finance durable est-elle l'avenir pour vous de la finance? Est-ce que demain, il n'y aura que de la finance durable? Oui ou non? Alors Bruno Le Maire pose la question, la finance sera verte ou elle ne sera pas. C'est un peu la même chose. On connaît la formule. Malheureusement, ça fait aussi 3 ans qu'il le dit, qu'il le répète à chaque Climate Finance Day, qui sont généralement des grands moments de la finance organisés avant les conférences sur le climat. Encore une fois, pour l'instant, on est beaucoup dans l'incantation, on n'est pas assez dans l'action. Maintenant, il faut espérer, et notamment en vue de la COP26 qui se tiendra à Glasgow à la fin de l'année, que enfin on opère des changements profonds. Et encore une fois, les acteurs financiers français ont tout compris sur le charbon et ont appliqué les mesures avec une notion de l'impact, de la gestion de l'impact et non plus de la gestion du risque financier. Maintenant, il leur reste à faire la même chose pour le pétrole, pour le gaz et pour tous les autres secteurs de l'économie. Mais ça a ouvert la voie quand même. Donc ça a ouvert la voie, ça montre qu'ils peuvent agir. Maintenant, en effet, de toute manière, s'ils n'agissent pas, il va y avoir un problème in fine, puisque on l'a vu, nous avons publié un rapport récemment avec l'Institut Rousseau et les Amis de la Terre qui montre qu'aujourd'hui, il y a un véritable risque de déstabilisation du secteur financier si on n'opère pas cette transformation. Ça revient un peu, c'est dans la continuité de ce que McCartney disait en effet en 2015 sur la tragédie de l'horizon. On sait où il faut aller, on sait qu'on doit y aller. Maintenant, quelles sont les étapes intermédiaires et comment faisons-nous pour rompre avec la logique du court terme? Et voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir. Et tant que les acteurs financiers français manquent de courage et ne renonceront pas à des profits de court terme pour exister toujours demain, eh bien malheureusement, il n'y aura pas de finance durable.
Eh bien, c'est une affaire à suivre. Donc, merci à tous les deux toutes les deux pour ces échanges inspirants, enrichissants et surtout sans langue de bois. Alors, c'est pas fini. Nos échanges ne sont pas terminés puisque nous allons aborder maintenant la consommation responsable cet après-midi plutôt. Restez avec nous pour la séquence qui va suivre.